Anne Dalvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Après une longue pause estivale, le podcast reprend pour une nouvelle saison avec un 35e épisode dans lequel nous accueillons Hugues Sprit, cofondateur de Oteria Cyber School, toute récente école dédiée à la cybersécurité. Bonne écoute. Hugues Sprit, bonjour. Bonjour Josquin. Tu es le cofondateur d'Oteria Cyber School. Vous venez de l'inaugurer il y a très récemment. C'est quoi les fondamentaux de l'école? Qu'est-ce qu'elle a de particulier et à quoi elle s'attache le plus? Alors, donc, Oteria Cyber School, c'est une école qui est dédiée à la cybersécurité, qui vient effectivement d'ouvrir la semaine dernière et qui accueille une première promotion d'une 50aine d'étudiants qui sont pour la plupart qui viennent de Bac+2, Bac+3, qui ont déjà été en informatique, qui sont passionnés par la cybersécurité et qui veulent approfondir la cybersécurité. Et les fondamentaux de notre école, je dirais qu'il y en a trois. Le premier, c'est qu'on a une pédagogie entrepreneuriale. Donc, j'y reviendrai si tu veux, Josquin, pour bien la définir, mais pédagogie entrepreneuriale, ça consiste pas à former des entrepreneurs, mais ça consiste à faire en sorte que nos étudiants, les étudiants Oteria, développent des qualités d'entrepreneurs. Donc, par là, j'entends sens des responsabilités, sens du collectif, esprit critique et d'autres qualités comme cela qui sont indispensables pour travailler dans la société actuelle et indispensable dans la cybersécurité. On pourra y revenir. Ça, c'est un premier fondement qui est très important pour nous. Le deuxième, c'est notre expertise cyber. La cyber, en fait, c'est très vaste. Il y a beaucoup de disciplines différentes au sein de la cybersécurité. Et il est du coup délicat, en fait, d'être expert cyber. Ça veut tout et rien dire. Donc, nous, on a constitué, en fait, une équipe de formateurs qui regroupe, en fait, toutes les disciplines de la cybersécurité et qui vont enseigner à nos étudiants, au début, des bases communes et à la fin, une spécialisation. Ça, c'est notre deuxième fondement. Et le troisième fondement qui est assez important, c'est qu'on travaille, on va dire, main dans la main avec des entreprises pour répondre à la pénurie de talents qu'il y a aujourd'hui en cybersécurité. Donc, c'est un enjeu fondamental pour le marché du travail. Il faut renforcer les équipes cybersécurité des entreprises françaises. Et du coup, on propose aux entreprises, d'une part, de s'impliquer dans l'école sous différentes formes, encadrer des projets, participer au comité pédagogique pour essayer de bien orienter le programme, et bien sûr leur faciliter le recrutement, que ce soit à travers l'alternance ou le recrutement de nos futurs prochains diplômés. Ces étudiants, ils viennent de quelle formation au départ, hein? Et ils viennent, on les recrute. Donc déjà, nous, notre seul critère, c'est d'être passionné par la cybersécurité. Donc généralement, c'est des jeunes qui ont déjà fait de l'informatique. Ils viennent de plein de filières différentes. Ils peuvent venir de BTS, UT en informatique. Ils peuvent venir d'écoles de développement comme l'école 42. Ils peuvent venir d'écoles d'ingénieurs, d'écoles d'informatique généralistes, où on a quelques aussi reconversions, des personnes qui se reconvertissent en cybersécurité. Donc finalement, de plein d'horizons différents. Le seul critère, c'est qu'ils soient motivés par la cybersécurité et qu'ils aient cette personnalité qui colle avec notre pédagogie entrepreneuriale. D'accord. Et ça se fait en 3 ans. Ça se fait en 2 ou 3 ans. Donc notre première année, c'est l'équivalent d'une licence. Et notre deuxième année, c'est l'équivalent d'un Master 1. Et notre troisième année, c'est l'équivalent d'un Master 2. Et on diplôme en fait d'un titre RNCP de niveau 7. Donc c'est un titre qui est reconnu par le ministère du Travail et que c'est l'équivalent d'un Bac+5 ou d'un Master. Pour ceux qui ne connaîtraient pas RNCP, ça correspond à quoi? Bonne question. Donc RNCP, ça correspond au répertoire national des certifications professionnelles. Aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, il y a des titres comme des masters qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation nationale et d'autres titres, justement les titres RNCP, qui sont reconnus par le ministère du Travail. Donc ces titres-là sont plus professionnalisants, c'est-à-dire qu'ils forment à des métiers. D'accord. Et donc, de nouveau, cet intérêt sur le métier, de même que tu l'as précisé, vous mettez l'accent sur l'alternance. Cette entrée par la pratique le plus tôt possible, c'est une nécessité, en général ou c'est particulièrement intéressant pour la cybersécurité? Bah, c'est une source d'efficacité pédagogique.
pour enseigner la cybersécurité et de manière générale l'informatique. Finalement, l'informatique, ça peut être très concret et la pratique permet de ne pas rester dans des champs théoriques qui sont parfois difficiles à assimiler pour les étudiants, mais toujours de mêler la pratique et la théorie. Effectivement, l'alternance permet de faire ça et nos cours aussi sont fondés sur un mélange de théorie et de pratique. Tu avais expliqué que vous partiez de choses très générales, donc progressivement, amener, les étudiants vers des spécialités. Est-ce qu'il y a vous découplez en fait, la progression pédagogique, l'intégration au sein d'un métier? Ou est-ce que tout ça, ça se mélange et les étudiants font pas à pas en fait, ce mouvement-là? Est-ce que peut-être pour reformuler, est-ce qu'ils partent d'un modèle, on va dire, d'un étudiant, un peu plus passif, qui vient prendre des cours à, un étudiant qui tout de suite, heu, met en pratique, vient coller en fait à ce que, son futur employeur, lui demande? C'est une bonne question. Hem, je pense qu'il faut distinguer la progression, pédagogique de la pratique et de la théorie. Il y a commencer par, la théorie, puis mettre en pratique, c'est une approche pédagogique qu'utilisent d'ailleurs les écoles, assez traditionnelles. Le cursus, par exemple, prépa grande école, bah, prépa, c'est très, très théorique et on passe à la pratique en toute fin de cursus. Nous, on pense que c'est une approche pédagogique qui est pas forcément la plus efficace, en tout cas pour le public visé, pour les former en cybersécurité. Donc pour vous prendre un exemple très concret, il y a plusieurs façons d'apprendre le développement informatique. Il y a une approche qui est très théorique, qui consiste à passer d'abord, apprendre les mathématiques, puis la logique combinatoire, puis le binaire, puis on va commencer à faire des premiers codes. C'est une approche très théorique où S'il reste quelqu'un. s'il reste quelqu'un, exactement. Exactement, mais c'est une approche pédagogique pour apprendre le développement informatique. Si on prend l'autre extrême, qui est l'approche beaucoup plus, artisanale et pratique, c'est de commencer par ce qu'on appelle les langages de haut niveau. Donc c'est les langages très loin de la machine, qui sont, on va dire, faciles à comprendre, pour un humain et on commence à développer des petits programmes, pardon, mais on ne sait pas vraiment ce qui passe sur la machine. Là, je vous décris vraiment les 2 extrêmes, donc l'approche très théorique et l'approche très pratique. Nous, on pense qu'en fait, il y a un curseur entre les 2. C'est qu'on peut commencer à mettre sans arriver dans une approche mathématique, commencer par de la pratique tout en apprenant la théorie. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple très concret, on va apprendre un langage de programmation. Ils vont avoir une semaine, par exemple, sur un langage qui s'appelle le langage C. On va commencer par une demi-heure de théorie. On va expliquer des concepts. Et après, ils vont faire de la pratique pendant toute la journée. Et après, on va refaire de la théorie. Donc c'est une approche, mais tout ça pour vous dire que finalement, mêler pratique et théorie, ça peut être une approche pédagogique. Et ensuite, je distinguerais cette approche pédagogique aussi de comment on a construit le programme, où, comme tu as repris, on passe de choses très généralistes, mais je dirais pas en fait généraliste, je dirais qu'on passe de compétences et de connaissances qui font partie d'un tronc commun, qui sont effectivement assez générales, mais c'est un tronc commun. Et ensuite, on passe à une spécialisation. Et pourquoi on fait ça? C'est pas forcément une approche pédagogique, c'est juste que, comme je te le disais, la cybersécurité, c'est très très vaste. Donc en fait, il faut des bonnes bases pour maîtriser les fondamentaux de l'informatique. Donc il y a par exemple le réseau, il y a la programmation, il y a l'administration système. Et ensuite, en cybersécurité, pour être bon et opérationnel sur le marché du travail, il faut développer une capacité à approfondir un sujet, un métier en particulier. Et c'est ça le but de la spécialisation. Je sais pas si ça répond à ta question, Josquin, mais Si, c'est beaucoup plus clair comme ça, je crois. Heu, beh, et d'ailleurs, on manque énormément de ces spécialistes, en cybersécurité. Il y a un écart énorme entre les besoins recensés en matière, de compétences, en matière, de ressources humaines et puis, le nombre de ces professionnels sur le marché. Il y a certains commentateurs qui parlent de millions de professionnels qui manqueraient dans le monde. Alors peut-être ils, ils élargissent un petit peu la fourchette, mais disons que ça c'est assez évocateur en fait de ce gap, et on a l'impression qu'on
qu'on s'en rend compte tout à coup. Et donc le nombre de formations comme la vôtre reste assez réduit. Comment on peut expliquer ça? C'est quelque chose qui a émergé lentement, qu'on n'a pas voulu entendre et tout d'un coup, bah, on se retrouve, arrivé trop tard? Est-ce que, c'est, aussi parce que les choses vont très vite et que, ben, en fait, on le découvre, en même temps que les problèmes se posent? Oui, bah, je pense que c'est assez multifactoriel et il y a un phénomène qui est que les hackers, malveillants vont plus vite, que les gens qui travaillent à œuvrer en cybersécurité et à défendre les entreprises. C'est un facteur. L'autre facteur que nous, on a aussi repéré en discutant, en échangeant avec beaucoup d'entreprises, c'est que, hem, effectivement, il y a une urgence sur la sécurisation des entreprises et imaginez, vous êtes, patron du PME, vous voyez tous vos voisins qui se font attaquer, vous avez pas envie de commencer à former un alternant pendant 3 ans pour espérer qu'il soit opérationnel dans 3 ans, parce que dans 3 ans, vous allez enfin, en 3 ans, vous pouvez vous faire attaquer 10 fois et du coup, il y a une pénurie de compétences qui est au premier degré. En fait, c'est des compétences, on cherche, les employeurs cherchent des gens expérimentés en cybersécurité. Et du coup, on se rue sur des profils expérimentés. Et c'est une vision assez court-termiste, parce que la vision plus, on va dire, long terme, que certaines entreprises essayent maintenant de mettre en place, c'est de se dire, OK, on va investir pour, dans 3 ans, avoir des bons experts en cybersécurité. Mais dès qu'on parle de formation, en fait, c'est un investissement forcément qui nécessite une vision long terme. Mmh. C'est un des facteurs qui peut expliquer pourquoi il y a ce décalage entre la pénurie de compétences et le nombre de formations existantes dans l'enseignement supérieur. Et c'est vrai que c'est un tu l'as évoqué, c'est un jeu du chat et de la souris, constant avec, des attaques qui se diversifient, qui se professionnalisent, qui se complexifient, qui deviennent, plus enfin, qui n'ont de cesse en fait d'aller au-delà des protections et donc c'est pas, simplement quelque chose qu'on pourrait, une solution qu'on décrocherait de l'étagère et qu'on installerait. Il faut bien avoir des personnes capables de mettre en place, des pratiques, à tout niveau. Exactement. Et d'ailleurs, j'aime bien dire que la cybersécurité, c'est un défi collectif et qui est autant humain que technologique. Parce que ça nécessite pas seulement de mettre en place des technologies de défense, ou de renforcer la sécurité des systèmes d'information. Nécessaire aussi, en fait, d'éduquer, de sensibiliser tous les utilisateurs d'un système d'information. Et ça, c'est transverse finalement à toutes les équipes d'une entreprise et ça nécessite des compétences humaines autant que techniques. Parmi ces compétences, ces différentes, spécialités, est-ce que tu pourrais un peu, développer, ce à quoi, Oteria Cyber School forme et quels métiers, ils sont appelés à exercer ensuite? Nous, pour simplifier, donc l'ANSSI répertorie une quarantaine de métiers différents en cybersécurité. Ça montre un peu la diversité en fait des champs de compétences de la cybersécurité. Nous, pour faire simple, on a classifié tous les métiers de la cybersécurité en 3 catégories. Et ces 3 catégories, en fait, c'est les spécialisations qu'on propose en dernière année de notre cursus, donc en master, en M2. La première spécialisation, c'est une spécialisation qu'on peut appeler sécurité produit. On va notamment retrouver le métier du DevSecOps. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ça sert plus à rien de développer un nouveau site internet si c'est une porte d'entrée pour des hackers. Parce que ce sera pas constructif pour l'entreprise et même néfaste. Et du coup, il faut réinventer en fait la manière dont on développe des sites web, mais aussi des applications et des logiciels. Et pour ça, il y a un métier qui s'appelle le DevSecOps, dont l'objectif est de coordonner finalement tous ces développeurs qui vont contribuer à développer de nouveaux produits ou de nouveaux services en injectant de la sécurité et en s'assurant en fait que chaque nouveau produit, il est ce qu'on appelle security by design, c'est qu'il est sécurisé par son code initial. Mmh. C'est une spécialisation et des métiers qui s'adressent plus à des profils de développeurs. La deuxième spécialisation qu'on propose, c'est la sécurité fonctionnelle, où là, on va retrouver
les métiers qui s'appellent par exemple le pentester, l'analyse SOC et aussi tous les métiers qui contribuent à gérer des crises. Et c'est une spécialisation qui répond à comment on assure la sécurité dans une entreprise au quotidien. Le risque zéro en informatique n'existe pas. Donc, on a beau essayer de faire de la security by design, il y aura toujours des failles. Il y aura aussi des failles humaines. Donc, chaque entreprise est obligée de se dire chaque jour comment je sécurise et comment je m'assure en fait que la sécurité se maintient dans le temps. Et pour ça, il faut des auditeurs ou des pentesters qui vont presque de manière permanente aller auditer le système de sécurité d'une entreprise, aller détecter des nouvelles failles, aller veiller sur tout ce qui se passe sur les produits de certains fournisseurs, etc., s'il y a des nouvelles failles qui ont été détectées, pour vérifier à chaque fois que le client final, l'entreprise, est bien sécurisé. Ça, c'est voilà, c'est le métier, par exemple, du pen test, qui va essayer de trouver des failles et qui va faire des rapports à des entreprises pour montrer leur vulnérabilité. Et donc là, on a deux équipes, on a les défenseurs et les attaquants, quoi. Exactement. Dans l'équipe, donc ça, c'est plus, on va dire, attaquant. On appelle ça aussi red team. Et dans les défenseurs, qu'on appelle blue team, on va retrouver par exemple l'analyse SOC. SOC, c'est le centre de supervision d'un réseau, d'un système d'information. Et c'est des analystes qui vont aller regarder tout ce qui se passe sur un réseau d'une entreprise. Tiens, il y a quelqu'un qui télécharge 20 fois un fichier, ça peut être suspect. Et en fait, ils vont détecter ce qu'on appelle des incidents. Et pour chaque incident, ils vont se demander si ça peut être une attaque ou si c'est juste normal. Voilà, ça c'est le métier d'un analyste SOC. C'est un métier qui est de plus en plus associé à l'intelligence artificielle. Parce qu'on va essayer de développer justement de l'intelligence artificielle pour superviser sans qu'il y ait une action humaine. Pour que, en fait, un système, une IA puisse détecter des incidents et les associer à une attaque ou pas. Donc ça, c'est un autre exemple qui montre que la cybersécurité, c'est très vaste parce qu'on voit que la cybersécurité, finalement, peut être associée à un autre champ de l'informatique qui est l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est des métiers qu'on retrouvait, je disais, dans la deuxième spécialisation, qui est la spécialisation de la sécurité fonctionnelle. Et ensuite, la troisième spécialisation qu'on propose, c'est la sécurité organisationnelle. Et pour une entreprise, ça revient à se poser la question, comment on s'organise face à cette menace? Comment on organise nos équipes? Quel plan de gouvernance? Comment on met en place un plan de continuité d'activité si on se fait attaquer? Comment on met un plan de reprise d'activité après une attaque? Donc c'est plein de questions qui sont purement organisationnelles, qui demandent pour ces experts-là un bagage technique, parce qu'il faut quand même comprendre comment fonctionne un système d'information pour répondre à ces questions-là, mais qui nécessite aussi beaucoup de soft skills transverses, de savoir typiquement sensibiliser, de savoir expliquer un problème très technique à une équipe qui n'est pas du tout technique pour pouvoir s'organiser. Et voilà, donc ça c'est une autre spécialisation qui a des enjeux très humains et encore une fois, on peut le voir, qui nécessite du coup des profils un peu différents que les deux autres spécialisations. Oui, des profils peut-être pas techniques de la même façon et capables de parler à différents techniciens et à des gens peut-être en dehors de ces branches très techniques. Exactement. Et ça, c'est pour répondre aussi à cette question-là, pourquoi il y a un décalage dans les formations. On remarque que sur le marché du travail, il y a beaucoup d'entreprises qui vont chercher le mouton à 5 pattes, à 5 pattes qui n'existe pas, parce qu'elles vont chercher des profils qui sont à la fois très bons techniquement, mais qui peuvent aussi gérer leurs enjeux organisationnels, leurs enjeux de supervision de réseau. Et en fait, c'est normal, c'est un écosystème qui se structure, la cybersécurité en entreprise, mais il va falloir aussi en fait segmenter et l'organiser de façon à ce qu'on puisse justement répondre à cet enjeu de compétences avec différents profils. On a parlé d'entreprise, mais disons ça s'adresse à toute forme d'organisation, aussi bien donc ces entreprises privées, mais aussi dans le domaine du public, hein. Est-ce qu'il y a des métiers différents? Est-ce qu'il y a des qu'est-ce qui ça est-ce qu'on vos étudiants seront amenés aussi à rentrer dans cette sphère-là? Bien sûr, on parle beaucoup d'entreprises, mais on travaille beaucoup aussi avec des institutions publiques. La semaine dernière, c'était la semaine de la rentrée des étudiants de première année et on a eu la chance, d'avoir une intervention, de la DGSI
et de la DGSE. Et ça, typiquement, c'est des institutions publiques qui recrutent beaucoup, beaucoup, beaucoup de cybertalents. C'est pas exactement les mêmes enjeux qu'une entreprise, parce que généralement, c'est des problématiques et des enjeux nationaux. Nous, on a beaucoup d'étudiants qui sont attirés par ces métiers, car souvent, c'est des équipes qui utilisent des outils qu'on ne retrouvera pas en entreprise. Donc c'est assez intéressant pour ce format-là. C'est assez attractif aussi pour certains jeunes, et ça permet de servir une cause en plus publique et nationale. Et oui, effectivement, vous avez raison de le noter, il y a beaucoup, beaucoup de métiers très différents au sein des institutions publiques en cybersécurité. Les prochaines étapes pour Oteria Cyber School, puisque voilà, c'est la première année, donc encore très frais, j'imagine qu'il y a encore plein de choses à développer. Et effectivement, alors on a plein de projets en cours. On a notamment l'ouverture d'un bachelor post-bac. On pense qu'il y a de la place pour des nouvelles formations en informatique, justement, qui reprennent un peu la pédagogie entrepreneuriale, et qui permettent aussi d'avoir des bases, pas juste en programmation, mais des bases en informatique qui sont indispensables ensuite pour poursuivre en cybersécurité. On souhaite aussi ouvrir, d'ici la fin de l'année, la formation continue. Donc on a beaucoup, vu qu'on travaille avec des entreprises, on a beaucoup d'entreprises qui nous ont demandé si on pouvait former certains collaborateurs professionnels. Donc on a repéré des thématiques où nous, notre équipe pédagogique avait une expertise. Donc on va mettre en place de la formation continue. Et à horizon plus 2023-2024, on regarde pour ouvrir de nouveaux campus dans d'autres villes de France pour répondre à cet enjeu aussi de volume sur le marché du travail en cybersécurité. Actuellement, vous êtes basé où? Actuellement, on est basé à côté de Paris, à Gennevilliers. Donc, pour ceux qui connaissent Paris, c'est sur la ligne 13 de métro, à l'arrêt Gabriel-Péri. On a un premier campus qui accueille notre promo de 50 étudiants. D'accord. Et les villes que vous envisagez, c'est encore top secret ou? C'est encore top secret, effectivement, je peux pas encore vous répondre. D'accord. Des visées à l'international déjà ou? Alors, on parle avec d'autres écoles parce que y a des pays, les États-Unis, Israël, qui sont très avancés en fait en cybersécurité et notamment en formation en cybersécurité. Donc, on regarde et on communique avec eux pour voir ce qui se fait. Ensuite, la cybersécurité, c'est un enjeu, on va dire, assez national. En tout cas, bon, je prends un exemple, mais certaines institutions publiques préfèrent traiter avec des Français pour garder une souveraineté numérique. Donc tout ce qui est échanges internationaux, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Pour être très direct, nous, on le sait, nos étudiants travaillent dans des équipes de cybersécurité de grands groupes français. Ce sont la cible pour plein de groupes de hackers étrangers. Donc on se doit d'être très très précautionneux par rapport à tous les échanges internationaux qu'on peut avoir. On a beaucoup parlé des étudiants jusqu'ici et de l'équipe formatrice, les enseignants, ils viennent d'horizons très divers? Oui, ils viennent d'horizons très divers. Donc on a des, des professeurs comme Franck Ebel, qui vient du milieu académique, qui avait monté la première licence cybersécurité française dans le Nord. Et on a d'autres profils en fait qui viennent d'entreprises. Donc vraiment des professionnels de la cybersécurité qui vont enseigner plus le côté, les spécialisations qu'on va proposer en dernière année. Donc on a des profils d'horizons très variés, académiques et professionnels, avec des expertises tous très différents. Très bien. Si des auditeurs veulent en savoir plus, veulent suivre l'actualité d'Oteria Cyber School, c'est quoi le moyen le plus simple, pas forcément pour s'inscrire, mais pour déjà savoir ce qu'elle fait? Alors, on a une page LinkedIn qui est très active, qui s'appelle Oteria Cyber School. On a également un site internet, oteria.fr, sur lequel vous pouvez voir ce qu'on fait, et surtout n'hésitez pas à nous contacter, que vous soyez étudiant intéressé par la cybersécurité ou entreprise
qui ont des besoins de recrutement et qui cherchent, par exemple, des alternants. On est vraiment ouvert à tout type de partenariat, ou du moins échanger avec vous sans problème. Et toi aussi, tu communiques un peu ou Sur LinkedIn? par exemple? Oui, oui, je communique, hein, j'ai mon profil LinkedIn que vous pouvez bien sûr me suivre avec grand plaisir et me contacter. C'est un réseau qu'on utilise beaucoup. D'accord. Ben, merci beaucoup, Xprit. Merci à vous, Josquin. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.